Est-ce que ça dérange que la session soit enregistrée afin de pouvoir être mise sur la partie YouTube? Ok, ça va. Voilà, je vais donc, voilà. Je vais donc ici couper les micros et on va pouvoir commencer. Voilà. Donc tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Donc là, en fait, ici, cette sortie ici de cette version 3.4, c'est un travail qui a commencé il y a 24 mois. Donc en fait, pendant que la 3.3 était en chantier l'année passée. Et en fait, une des volontés, en fait, était justement d'augmenter la sécurité, que ce soit évidemment chez nous en interne, mais également autour de l'ensemble des IA, donc que ce soit au niveau des codes, au niveau des serveurs, chez les partenaires, etc. Ce qui a donné lieu à plusieurs choses. Ouais, tout d'abord, c'est l'arrivée des contrats de support que vous avez pu voir en janvier 2023, où notamment dedans, on pouvait avoir également une validation CIS directement des serveurs. Également aussi, on a mis en place de proposer la supervision via les plateformes cloud directement des systèmes on-premise. Voilà. Et également aussi, on s'est dit, on voudrait mettre un scanner de vulnérabilité au sein des IA, au sein donc du réseau, de notre réseau, afin d'augmenter notre qualité. Et on s'est rendu compte de pas mal de choses. Tout d'abord, c'est le côté anxiogène des scanners de vulnérabilité. Ensuite, derrière, il faut après corriger, lire, voir si ce sont des faux positifs, des vraies corrections, mettre à jour, etc. Ça provoquait également chez nous un doublon d'encodage, évidemment, entre notre plateforme de monitoring et la plateforme de scanner qu'on a testé. Et je dois reconnaître que les plateformes qu'on a testées sont vraiment très souvent rouges en permanence, parce que forcément, il y a des systèmes, il y a des failles, on en a toujours. Il y a des systèmes qu'on peut pas mettre à jour comme on le souhaite, évidemment. Et voir parfois, dans certaines structures, on est obligé de garder certains vieux systèmes, parce que si on met à jour l'OS, le driver il est plus compatible avec l'automate programmable ou la machine de laboratoire qui est derrière. Voilà. Ce qui nous entraînait chez nous, en fait, vu l'équipe qui était là, c'est que ce n'était pas exploitable de façon quotidienne. Donc, on a commencé à avoir cette réflexion avec des partenaires, notamment qui ont participé également aussi, en se disant, voilà, dans les IA, vous avez déjà beaucoup de données, pourquoi pas le faire? On se dit, pourquoi pas? On va, voilà, et avec des partenaires, certains sont ici avec nous, qui ont participé notamment au focus group de novembre, R-Carré, Altior notamment, ainsi qu'en janvier 2023. Donc on a fait 2 focus groups sur ce thème-là, afin de dire qu'est-ce que vous en pensez si on décidait de mettre un scanner de vulnérabilité au sein des IA. Est-ce pertinent? Est-ce pour vous quelque chose d'absurde pour un logiciel de monitoring, ou est-ce une évolution? Finalement, le retour a été assez positif, notamment parce que dans les IA, il y avait déjà les modules de syslog, de NetFlow, et on travaillait déjà pas mal autour du framework NIST sur la partie là. Voilà. Et du coup, suite à ces discussions, on a décidé de partir du coup sur un module de scanner de vulnérabilité en mode actif. Donc en fait, nous scannons les réseaux de manière active. J'expliquerai le mode de fonctionnement précis tout à l'heure et les raisons. Suite à ça, et pour pallier justement à un des problèmes qu'on avait nous-mêmes eu sur nos propres tests, notamment l'élimination des faux positifs, en fait venait principalement que soit on cachait que c'était Apache, ou on cachait la version Apache dans les configurations, et du coup les scanners de vulnérabilité actifs, ils ne savaient pas du tout ce qu'on interrogeait, et donc nous remontait beaucoup trop de failles dans le doute. Donc voilà, un petit peu pour faire la genèse du produit, sur la partie en tout cas égide. Derrière, en fait, il y a également une grosse refonte qui a été faite
tout au long de ces 24 mois. Tout simplement parce que en 2019, ESIA c'était plus ou moins 500 000 lignes de code. Et nos plus gros serveurs, en moyenne, exécutaient entre 15 et 20 000 services. Et voilà. Et on avait 2,5% de duplication de code. Ici, en 2023, nos plus gros serveurs vont jusqu'à 250 000 services et ESIA a pris pratiquement le double de lignes de code. On est actuellement à 126 000 lignes. Donc, évidemment, on ne gère pas ce genre de projet de la même façon. Et donc, du coup, on a refondu également toute une partie, un petit peu du back-end, notamment pour ceux qui étaient là en 3.3, le module de rapport, le module de tableau de bord, et ici, c'est le module de rapport qui a été refondu également aussi, pour optimiser ce traitement qui était là. Concrètement, du coup, cette version d'ESIA 3.4 se base déjà sur Debian 11. Donc, on continue notre remontée. L'année prochaine, nous passerons en Debian 12 afin de rattraper le cycle stable Debian. On est sur du PostgreSQL 13 et du coup PHP 7.4 pour la version de Debian PHP. Ensuite, une des grosses modifications qu'il y a eu, en fait, c'est qu'on a supprimé les librairies jQuery, jQuery UI embarquées au sein d'ESIA pour ne prendre plus que celles de Debian, fournies directement. Tout simplement afin de profiter des mises à jour de sécurité de la communauté et surtout également aussi pouvoir évoluer automatiquement ces librairies avec nos systèmes. Voilà. Et on a quitté la librairie C3JS vers Billboard, qui est juste un fork. Et donc l'ensemble permet en fait un gain de performance plus ou moins au sein de l'interface de 15%. Alors, la première nouveauté que vous allez voir pour ceux qui utilisent les systèmes Unity ou qui vont commander des systèmes Unity, c'est tout d'abord une toute nouvelle interface de gestion. Qui est là. Donc là, je suis sur la configuration classique. L'interface de connexion va ressembler à ceci maintenant au niveau des Unity et donc vous permettra en fait déjà d'exécuter toute une série de tests de liaison ainsi que la configuration des interfaces. Voilà. Système Unity et Egide Box qui étaient là se basent vraiment sur le même système. Donc vous ne serez absolument pas perdu, je vais dire, dans l'ensemble. Voilà. On peut configurer évidemment les différentes interfaces que l'on veut pouvoir mettre. Donc ça peut être autant, ici c'est une VM, hein, mais ça peut tout à fait être en physique. Et on a également le support SSH PowerShell qui vient s'ajouter, PowerShell en remplacement de WMI. Microsoft ayant annoncé la fin du remote WMI et le passage du coup en PowerShell. Donc ces deux ajouts et cette mise à jour des Unity va permettre également de traiter beaucoup plus de choses de manière plus... d'apporter beaucoup plus de plugins de supervision à l'ensemble. Voilà pour la partie Unity. Donc comme d'habitude, toujours relativement light au niveau là, l'entièreté de la conf se basant sur évidemment le serveur central. Donc, le premier changement que vous allez constater, c'est quand vous allez vous connecter au niveau d'ESIA, en fait, vous avez un tout nouveau tableau de bord qui arrive, qui vous fournit évidemment les états de service, l'état du serveur, état des tâches cron. Donc ça, maintenant, on peut permettre de superviser les tâches planifiées exécutées derrière ESIA. Là, le top des nœuds en erreur, etc. Nouveauté au niveau du tableau de bord, les widgets de liens rapides. Donc, ce n'est pas obligatoirement des liens vers ESIA, vous pouvez tout à fait mettre des liens vers vos autres applications au sein de votre tableau de bord. Et ici, les deux widgets qui sont là, c'est un ajout qui n'était pas vraiment prévu à la base, mais du coup, on peut utiliser ESIA en tant que concentrateur RSS. Oui, c'est ce que je viendrai un petit peu. Pour ceux qui aiment bien l'ancien tableau de bord, vous pouvez également avoir l'ancien disponible ici. Voilà. Du coup, une des nouveautés qu'on a ajoutées sur les tableaux de bord, c'est également la possibilité de dupliquer les tableaux de bord. Et donc, du coup, de pouvoir les envoyer et de pouvoir après les modifier pour soi. Voilà. Voilà. Alors, bon, je vais passer rapidement sur une des nouveautés.
qui sont les flux RSS. Donc en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que Esia s'est évidemment doté de ses propres flux RSS pour pouvoir poster ses mises à jour et ses autres nouveautés. Mais on s'est rendu compte chez nous qu'on était tous abonnés à différents canaux RSS. Et donc on s'est dit, pourquoi en fait, vu qu'on fait un client RSS au sein d'Esia, ne pas permettre d'offrir la possibilité tout simplement de s'abonner soi-même à ces flux. Et donc là, en fait, ce sont tous des flux qu'on a été un petit peu chercher, qui traînaient dans nos boîtes et dans nos sacros, et on a ajouté tous ces flux de base dans Esia. Vous n'avez plus qu'à vous abonner dessus, afin de pouvoir récupérer, voilà, par exemple ici, la partie Cisco Security, et donc utiliser en fait votre Esia au quotidien pour vérifier les sorties, par exemple, de vulnérabilités ou de nouveaux firmware. Voilà. Si jamais les flux RSS ne sont pas disponibles, on ne peut pas tous les avoir, et on peut bien en avoir oublié, dans l'administration, vous disposez maintenant d'un nouvel onglet dédié aux flux RSS qui vous permet en fait d'ajouter ou de supprimer des flux présents sur vos plateformes. Voilà. Et en fait, ce flux, voilà, peut être distant. Donc là, par exemple, vous ajoutez, je sais pas moi, un flux RSS Microsoft ou HP, mais vous pouvez également devenir vous-même serveur RSS. Alors, pourquoi on ferait ça? En fait, pour ceux qui ont des plateformes Mercury en centrale, en fait, il faut savoir que du coup, tous les enfants, tous les ESIA que vous avez créés à distance, en fait, sont automatiquement abonnés aux flux qui ont les catégories Mercury. Et donc, vous pouvez facilement prévenir vos clients que vous allez faire une mise à jour, soit sur votre cloud, si vous hébergez tout en cloud, soit alors dire telle date, telle chose est disponible ou tel event est possible. Voilà, et vous envoyez directement au sein d'Esia. C'est exactement comme ça que nous gérons toutes les plateformes cloud, en fait. Nous avons dans le flux RSS le flux RSS Esia Cloud que nous distribuons à tous les partenaires qui sont hébergés chez nous. Voilà un petit peu pour la partie, je vais dire, flux RSS. On peut évidemment poster les messages, etc. Et dans les petites nouveautés également, je vais prendre celui-ci. Ce que vous allez très vite voir, c'est également que cette page-ci a été refondue, la partie gestion des services. Alors, tout d'abord, on a modifié la dernière, un petit peu les champs dernière exécution et autres, et surtout, en fait, c'est réellement devenu un élément que beaucoup de partenaires appréciaient, qui était ce qu'on appelle le table sorter, et qui est justement cette possibilité de trier sur tous les noms, sur tous les éléments, et du coup, ça nous a permis de rajouter des colonnes, notamment, par exemple, si on veut afficher la priorité des services, ou alors, par exemple, le nom technique des systèmes. Voilà. On peut également voir quand sera la prochaine exécution du plugin ou récupérer la date de dernière exécution comme c'était avant. Alors pour ceux qui ont beaucoup de services qui sont en erreur ou en acquittement, du coup vous pouvez acquitter toujours les services comme ceci un par un, mais vous avez ici en haut la possibilité d'acquitter directement tous les services du nœud. C'est un peu plus rapide. Également, en 3.3, on avait refondu tout le module de patterns de service et toute la gestion des patterns, ce qui nous a permis également de vous proposer quelque chose dans cette version, qui est possible ici via ce bouton. En fait, quand vous créez un nœud avec un pattern, en fait, vous pouvez partir de ces services, de tous les services qui ont été mis, donc vous pouvez les cocher, les configurer, et vous pouvez, de ces services, créer votre pattern, que vous pourrez après dupliquer et envoyer sur les autres équipements. C'est une autre façon justement d'atteindre et de créer des patterns facilement dédiés à certains types d'équipements. Voilà. Hop. Alors, dans les nouveautés aussi, pour ceux qui utilisent les plateformes cloud, un des points qui était là, c'est que quand vous êtes sur un de vos nœuds, vous pouvez directement voir ici en haut que le système GESA derrière, la Unity ou la box Egide, est connecté. Voilà. Donc comme ça, on sait directement un peu plus vite d'où vient le problème.
dans les autres modifications, dans la partie un petit peu plus technique plugin, la partie plugin a également été refondue pour pouvoir modifier les types. Vous pouvez modifier les tags, les fabricants. Vous pouvez également... j'ai pris un service qui n'avait pas de graphique, évidemment. Prendre un bande passante, hein. Interface. Partie graphique, vous pouvez également, à partir de là maintenant, modifier, si vous voulez plutôt des zones, et également modifier les couleurs de tous les graphes associés à ce plugin. Voilà. Et vous pouvez également voir où ce service est-il appliqué. Voilà. Une possibilité lorsqu'on ajoute ce service, je dis bien ajouter le service, hein, parce que s'il est dans un pattern, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous ajoutez ici, vous pouvez spécifier un programme d'alerte par défaut qui sera automatiquement appliqué à l'ajout du service. Donc, pas à la modification, mais vraiment à l'ajout. Donc, si vous le souhaitez, ça vous permet du coup de spécifier une erreur sur le ping, ou ici, par exemple, sur le SW interface, pour pouvoir recevoir des alertes en permanence. Mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus modulaire, surtout quand on doit faire une modification en masse, toujours de passer par le pattern de service. Il y a pas mal d'autres modifications qui sont un petit peu moins importantes qui étaient là. Ici, je vais en profiter du coup pour vous envoyer, pour avoir vraiment le détail de tout ce qui a été modifié vers le wiki. Je vais reposter ici. Voilà. Comme ça, vous pouvez vraiment voir toutes les modifications. Maintenant, je vais passer justement aux deux principaux modules de cette version, qui est en l'occurrence le module d'inventaire. Voilà, donc en cliquant dessus, il ouvre le menu et vous pouvez du coup voir quels sont les équipements, les groupes de nœuds qui sont derrière, et vous allez pouvoir gérer, voir par groupe de nœuds ou par groupe de nœuds global ou groupe de nœuds dédié, les fabricants, les systèmes d'exploitation qui sont mis dedans. Voilà, avec évidemment tout plein de statistiques tout autour. Le gros avantage également qui va pouvoir être fait, en l'occurrence, c'est que vous pouvez, avec ce système-là, voir également les possibilités de pouvoir créer des règles. Pour ça, il faut être en licence Mercury et GIDE. Voilà. Et donc, ce système va permettre de créer des règles. Alors, les règles, qu'est-ce que c'est? C'est un autre système du module d'import, en fait, qui va permettre de dire, ben voilà, mon nom de la règle est Debian, sur le composant s'appelant Debian, en l'occurrence, et je spécifie que ma version doit être 10 ou supérieure. Et je peux cibler les groupes. Donc, je peux tout à fait avoir des règles totalement différentes en fonction du groupe. Voilà. Ça permet en fait après à ISIA de dire voici les équipements qui correspondent au standard que tu m'as défini. Donc ici, tu as défini que pour ce groupe-là, c'était Debian 10. Ça permet deux choses. Un, de prévoir ses plans de migration, évidemment. Deux, ça permet évidemment d'isoler des équipements qu'on ne sait pas mettre à jour. Voilà, on parlait de l'automate, ou alors par exemple de la machine industrielle ou de laboratoire qui tourne toujours sur un Windows XP, mais qu'on peut pas, dans lequel on est bloqué. Ça marche également aussi avec tout ce qui est firmware. Donc ça fonctionne également aussi avec tout ce qui est firmware de Cisco, de Fortinet et d'autres. Comment configurer cette importation? En fait, il faut juste demander à ISIA de scanner le groupe de nœuds. Et donc, en fait, on met ajouter un scan. On cible le groupe qu'on veut. Donc, par exemple, ici, serveur physique. Vous spécifiez la fréquence, les heures, type de scan SNMP ou PowerShell. Vous ajoutez. Et le module scannera à ces périodes-là et va récupérer les statuts, les équipements, ce qui est installé également sur chacune des machines. Ça ouvre également une autre possibilité, c'est que quand je suis sur le serveur, si je prends serveur de démo, je pense que lui il a été scanné, oui. État de service, je peux aller sur son onglet inventaire qui est apparu et je peux voir ici, ouais, non, il n'est pas passé lui. Je viens d'avoir mon effet démo. Alors, inventaire. Gestion. Qui est-ce qui...
gestion logicielle. Windows 10. Hop, ça. Voilà, j'ai la gestion matérielle et du coup la partie ici logiciel, etc., qui va être remontée sur l'ensemble. Et donc du coup c'est un onglet supplémentaire à côté du nouvel onglet évidemment vulnérabilité qu'on va avoir. Alors la partie qui nous intéresse, je vais dire un petit peu le plus, c'est en l'occurrence la partie vraiment scanner égide. Alors le scanner égide, en fait, on l'a vu d'une certaine façon. On voulait avant toute chose un élément et un scanner actif. On ne voulait pas faire de passif. C'est pour ça que on a proposé, on a rendu disponible une box avec 7 portes réseau ou 3 portes, en fait, à connecter au sein du réseau pour tout simplement pouvoir scanner un même équipement depuis différents VLAN. Parce que une des choses qui nous a été qui était remontée, c'est bien, on sait qu'on a des failles, mais il y a toujours des failles qui traînent quelque part, notamment des failles sur des systèmes SSH ou autres. Mais mon SSH, il n'est pas accessible hors dehors de mon management. Et donc, ce qu'on voulait vraiment arriver, c'est de se dire, ok, notre principale ligne de défense, c'est notre pare-feu. Scannons depuis les différents VLAN les services réseau et voyons lesquels sont sensibles, afin d'avoir un petit peu ce côté beaucoup moins anxiogène du système. Et c'est pour ça qu'on voulait tout d'abord un scan actif. Ça, c'est la première raison. C'est également possible en VM pour pouvoir y brancher des cartes réseau. Et le système, si vous avez plus de 7 portes, supporte également les notions de VLAN. Voilà, si on veut vraiment remonter beaucoup plus de choses. À ceci près qu'il n'y a que l'interface de management qui répond. Quand vous lancez un scanner, sur les autres portes, la porte n'est activée qu'au moment du scan. Afin d'éviter justement qu'on scanne et qu'on découvre une IP d'un équipement qui écoute sur la plupart des portes. Ici, l'ensemble est coupé et dès que les cartes passent up, le deny all sur les interfaces sont mises. Voilà. Et donc concrètement, ça se passe comme ceci et ça va être représenté ainsi. Donc ce qu'on voulait justement sur la partie, c'était de proposer cette vision-ci donc d'un boîtier qui m'a scanné en fait tous mes éléments ici. Serveur de démo, serveur Ubuntu, mon Windows, et dire ok, mais les failles n'ont pas le même poids en fonction d'où je me trouve dans le réseau. Ici, mon serveur de démo a une faille, en l'occurrence de catégoriser en 10, avec 77 failles, mais finalement le score pondéré n'est que de 3,5. Alors pourquoi ce score, on passe de 10 à 3,5 ? En fait, tout simplement parce que si vous regardez, les réseaux que j'ai mis ici, DMZ, Dev, Opération, ils ont un type ici, User, Server, Management, DMZ. Chacun de ces éléments-là a un poids. C'est-à-dire qu'une faille accessible depuis la DMZ n'a pas le même poids qu'une faille qui n'est accessible que de mon réseau de management. Voilà. De toute façon, si quelqu'un rentre dans mon réseau de management, on peut considérer qu'il a déjà tous les accès. Et donc ce système-là permet en l'occurrence du coup de pouvoir pondérer la faille et de mettre vraiment en avant ce qui est réellement, je vais dire, dangereux en fonction. Et donc ici, en fait, mon serveur de démo, il me dit l'interface concernée est la dev, donc depuis le VLAN utilisateur, qui est là. Et donc du coup, mon VLAN utilisateur a une pondération de 0,5 et également, il a été scanné depuis évidemment tous les autres réseaux. Et donc, l'ensemble de la pondération calcule la moyenne pondérée au résultat 3,5. Et donc, l'avantage que j'ai, c'est certes, j'ai beaucoup de failles, mais depuis ma DMZ, rien n'est accessible. Mon firewall a fait son taf. Donc, certes, j'ai des failles, mais je me prends pas 3 poids de tension. Je sais que, ok, je vais devoir patcher, je vais devoir mettre à jour, mais j'ai pas ce côté d'urgence absolue à mettre. J'ai quand même une vérification à faire au niveau de mon VLAN utilisateur. Est-ce que c'est une vieille règle ou est-ce qu'en effet, il faudrait que je mette à jour? Voilà. Ces segmentations, en fait, vont vous permettre justement de pouvoir pondérer en fonction de la DMZ, du guest, du user, du serveur et du management, qui sont les 5 types d'interfaces possibles. Voilà. Évidemment, on peut consulter la liste des vulnérabilités, les nœuds qui sont scannés,
les services derrière. Donc là, on peut voir que sur nous, c'est principalement le service HTTP qui est en cause. Voilà. Et évidemment, on peut acquitter également les CVE et les autres systèmes. Alors, la configuration de ça, je vous ai dit, un des problèmes qu'on avait, c'était le double encodage. Donc ce qu'on voulait, c'était éviter ce problème-là. Et comme pour le module d'apport, une fois que vous avez tout votre monitoring, vous pouvez ajouter le scan, sélectionner du coup la box que vous voulez, les interfaces de cette box, sélectionner le groupe que vous souhaitez scanner, voilà, par exemple ici le NAS, voilà, tous les jours à, par exemple, on va faire 17h15. Voilà. Et je démarre. Et mon scan est ajouté depuis toutes mes interfaces. Et il va me remonter les CVE ou en acquitter sur le système. La deuxième chose, c'est que du coup, serveur, c'est que du coup, on va pouvoir retrouver également dans l'onglet vulnérabilité la liste des choses disponibles. Voilà. Et donc du coup, je sais voir les failles disponibles directement depuis le monitoring. Donc là, en l'occurrence, les failles de 10, voilà, c'est une faille ici, à mon avis. Ça, c'est justement parce que j'ai fait en sorte de blouser le scanner actif. Donc en fait, les scanners, on peut très facilement les blouser. Tout simplement, comment ? J'ai configuré mon Apache derrière pour ne pas qu'il remonte justement sa version. Donc si un attaquant scanne mon serveur Apache, il n'aura pas cette version et donc va devoir traiter et essayer les combinaisons qu'il suppose. Mais donc du coup, dans cette méthode, les scanners actifs peuvent générer pas mal de faux positifs. C'est pour ça que justement, on permet de pousser le système avec le module d'inventaire. Le module d'inventaire, en fait, il est là pour aider le scanner actif en disant non, 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 ici, c'est pas un Apache de telle sans version, c'est un Apache de telle version. Et on va pouvoir, comme ça, spécifier. Très utile notamment, ça a permis de pas mal restreindre la zone d'accès et de pouvoir être beaucoup plus précis au niveau notamment de tout ce qui est Microsoft. Une des choses qu'on ne voulait pas, qui était là et qu'on n'avait pas apprécié dans les plateformes qu'on avait, c'était justement ce côté tout le temps rouge. C'est déjà très difficile d'avoir un monitoring parfaitement vert. Et donc, du coup, ici, ce qu'on voulait, c'était vraiment quelque chose d'exploitable. Et donc, du coup, en fait, le module Egide est disponible ce que vous venez de voir, ce n'est que de la visualisation. ESIA ne réagira pas à ces données qui est là. Pour ça, en fait, vous devez activer et mettre sur vos nœuds, ou tous vos nœuds, un pattern, en l'occurrence. Et le pattern ici, en fait, dispose de deux données, score max et score pondéré. Ce pattern, default scan Egide, dispose des deux services. Et il vous suffit juste, comme vous avez l'habitude en monitoring, modifier les seuils de warning de critique, configurer vos alertes mail si ça dépasse certaines choses, et vous pouvez l'ajouter sur tous vos nœuds et mettre à jour. Donc comme ça, ça permet de gérer de façon centrale les données que vous souhaitez remonter avec Egide. Est-ce que vous voulez que ça passe en rouge ou pas du tout, ou être juste là à titre d'information? C'est vous qui choisissez. Là, le pattern, nous, on a choisi de le mettre. Et en l'occurrence, ici, on a dit, voilà, ici, si on a des failles de 10, tu passes en rouge. C'est qu'on doit s'en tracasser. Mais j'aurais pu très bien prendre le score, la partie score pondéré, le pire score pondéré sur les interfaces. Voilà un petit peu sur l'ensemble du système. Je pense que je n'ai rien oublié. Je regarde rapidement dans les choses, sur le scanner. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Évidemment, l'ensemble vient avec des nouvelles tuiles, des nouveaux blocs de rapport. Également, ici, voilà, les tuiles d'inventaire possibles. Vous pouvez évidemment les configurer par groupe de nœuds, etc. Et également, ici, des nouveaux systèmes, top des nœuds ayant les plus gros scores ou ayant les plus de failles, etc. Donc, on peut vraiment travailler là-dessus. Ou la répartition des sévérités pour les groupes de nœuds. Et celui-ci. Donc, ce qu'on appelle en fait une vue bouclier qui est là. Et en fait, ceux qui sont dans la sécu reconnaîtront le framework NIST. Mais ce qu'on n'aimait pas dans cette partie un petit peu du framework, il est très bien, mais très généraliste. Or, au quotidien, nous, ce qu'on veut,
recover, ok, mais d'abord, c'est plutôt de s'assurer qu'on a l'ensemble des backups disponibles. Voilà. La partie detect, bah, on parle souvent dedans, on va retrouver les syslogs, les netflow, tous ces genres de choses. Voilà, bah, on peut la réutiliser ou complètement faire autre chose. Moi, ici, j'ai remplacé detect, j'ai dit, bah non, je veux pas ma partie detect, je veux mon network, je veux mon cluster, est-ce que mes backups sont opérationnels, est-ce que mon système de mise à jour est disponible, et est-ce que mes softs importants sont accessibles. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette vue, vous la construisez comme vous l'entendez. Voilà, je pense que j'ai également un petit rapport à vous montrer. Alors pour ceux qui utilisent le rapport, il va y avoir une grosse modification. Le rapport ne sera plus automatiquement généré en PDF, mais par contre ce sera un lien cliquable accessible permettant d'accéder à la version HTML pour pouvoir la télécharger. Voilà, et donc là on a la partie CVSE, on a la partie score moyen des switches. Je pense qu'on n'a pas mis par contre ici la partie... Non, je n'ai pas mis d'inventaire sur ce rapport-là. Voilà, ici, quand même en 30 minutes, un petit tour d'horizon de cette nouvelle version d'ESIA. Je ne sais pas si il y a des questions. Je stoppe ici l'enregistrement.